aujourd'hui pour aborder une nouvelle dimension paradoxale du symptôme. Dans les précédentes vidéos, nous avions pu souligner en effet les différentes facettes surprenantes et antinomiques du symptôme. Le trouble a été ainsi défini comme thérapeutique, croissant dans les débuts d'avancement et inhérent au sujet généreux. Dans ce chapitre, il est question de présenter le cadre spatio-temporel adéquat dans la guérison. Bizarrement, il revêt les mêmes dynamiques paradoxales que celles notées jusqu'alors. Ainsi, durant les prescriptions thérapeutiques, l'encouragement à s'éloigner pour se confronter, ralentir pour avancer est fréquemment retrouvé. Je vous propose d'élaborer ces notions ambiguës afin de les clarifier. Sous l'angle systémique, elles perdent leur caractère flou pour révéler tout leur sens. Le propre d'une analyse systémique est de se vouloir exhaustive. En effet, il est question d'approcher les différents champs d'influence déterminant le fonctionnement d'un sujet. Dans cette optique, le symptôme apparaît systématiquement là où le souffrant n'est pas assez dégagé de certaines croyances dysfonctionnelles de ces groupes. Le symptôme révèle la reprise par le sujet d'un mythe groupal parasitant. Il ne parvient pas à établir des codes adaptés dans certaines situations. Il est trop collé à certains repères rigides pouvant s'exprimer dans certains de ces systèmes. Des traumas passés sont à l'origine de cet enfermement dans des règles groupales obsolètes. Le sujet tente de se sécuriser en vain dans cette maîtrise des données. Il préserve ainsi des codes figés réunissant dans leur essence des protections excessives afin que ne se rejouent pas les douleurs collectives d'antan. Donc le symptôme parle d'une histoire systémique douloureuse. Il indique l'endroit où le sujet peine à se départir de la souffrance de ces systèmes. Il présente la tension des inadaptations collectives croissantes. Si le sujet était suffisamment autonome, il refuserait de reprendre certaines valeurs groupales paralysantes. Il ne reprendrait que celles qui lui parlent pour s'identifier à ces systèmes. Le symptôme dénonce donc une phobie d'individuation. Il est porté par celui qui absorbe le stress non élaboré de son groupe. En fait, nous pouvons parler de véritable phobie d'individuation, dans la mesure où le souffrant n'hésite pas à sacrifier sa santé pour être inconditionnellement loyal au sien. Ainsi, je peux oser dire que j'ai rencontré des personnes préférant se confronter à la folie, au cancer ou à l'acte suicidaire, plutôt que d'avoir à remanier leur relation à leur entourage. La pathologie est alors signifiante. Elle condense une tension croissante à force d'évitement de la problématique d'affirmation. Le sujet s'entête à poursuivre les mêmes schémas dysfonctionnels malgré les signaux d'alerte. La peur de s'opposer à son système est plus forte que les pulsions d'autoconservation. Pour exemple, Annie avait été une enfant docile pendant 45 ans. Elle développait aujourd'hui des crises d'angoisse chaque fois qu'elle s'initiait à exprimer son avis auprès de sa mère. Cette nouvelle dynamique relationnelle suscitait en effet bien des peurs incontrôlables. Pourtant, l'étouffement de son être l'avait obligée à se révolter. Toutefois, chaque minime refus, chaque mécontentement et liberté prise à l'endroit de sa mère engendraient des somatisations signifiantes. Le symptôme dénonçait la phobie d'individuation sous-jacente. Sa mère l'avait surinvesti en raison d'une histoire à ses propres parents complexes. Elle avait en effet dû répondre à des codes familiaux chaotiques durant son enfance. Dans la négligence et l'hyper-responsabilisation de ses jeunes années, l'histoire systémique avait résonné. Annie, sa fille, jouait un rôle de substitut affectif prégnant auprès d'elle. Le trouble révélait encore l'enchevêtrement d'Annie à une problématique groupale non résolue. La souffrante ne parvenait pas à s'autonomiser psychiquement d'une mère carencée. Ce manque d'affirmation
était devenu de plus en plus consistant au fil des années. Son démantèlement ne pouvait alors s'opérer que dans un bruit symptomatique signifiant. La sévérité du trouble indiquait la rigidité des anciens codes de soumission. Elle traduisait ainsi les forces de résistance consistantes s'opposant à ce mouvement de transformation. À partir du moment où le symptôme apparaît, il peut en être déduit que la charge d'inadaptation est importante. En effet, par définition, un symptôme condense en son cœur une forte tension. Là où il y a symptôme, il y a donc rigidité manifeste. Dans cette optique, il est pertinent de traiter le problème en prenant en compte sa composante phobique. Plus schématiquement, on pourrait dire que derrière un symptôme se cache systématiquement une phobie psychique. Depuis que cette réalité systémique est mieux intégrée dans ma pratique, il est plus aisé d'approcher et de contenir la souffrance. La situation pathologique est en effet respectée dans ses règles phobiques. Le souffrant est exposé à sa phobie interne comme il serait exposé à une phobie externe. Si nous rappelons que toute problématique psychique renvoie à une peur de s'éloigner de certains codes dysfonctionnels de ces systèmes, alors il est question de confronter le souffrant à cette phobie subjectivée. Ainsi, des exercices graduels vont être présentés pour travailler ce détachement laborieux à des règles d'appartenance inadaptées. Le thérapeute aide donc au déconditionnement de dynamiques relationnelles précises et au reconditionnement sur un nouveau mode communicationnel. Selon la problématique d'individuation travaillée, l'objet précis d'élaboration sera différent. Pour exemple, une mère disconfirmée dans son rôle parental par ses aïeux devra travailler sa peur de prendre sa place auprès de ses enfants. Elle sera soumise à une série d'exercices progressifs et modérés afin de s'affirmer auprès des ascendants et des descendants. Comme exemple encore, un homme à la retraite et s'étant surinvesti au travail devra élaborer sa phobie d'implication dans son espace personnel et son espace de couple. Là encore, l'hyperactivité professionnelle s'est greffée sur un mythe collectif de perfection et donc inadapté. L'aidant soumettra alors le souffrant à des expositions cadencées autour de nouvelles activités. Ces occupations réuniront alors les conditions de détente que le sujet n'a jamais connues. Il faudra donc une confrontation lente à ces repères novateurs pour ne pas mobiliser des résistances au changement trop paralysantes. Encore un autre exemple, une femme violentée par son conjoint devra se dégager de l'emprise. Elle sera alors exposée à des exercices d'autonomisation et de narcissisation. L'objet phobique travaillé sera alors la séparation, l'estime de soi et le sentiment de confiance. Ces fragilités psychiques sont à relier à un passé systémique impactant. Il s'agit donc d'un objet interne à appréhender de la même manière qu'un objet externe. L'exposition à la phobie de séparation ou d'affirmation sollicite alors des mises en situation concrètes et novatrices. Celles-ci doivent respecter le rythme progressif d'intégration des nouvelles données. Le sujet risque en effet de développer des résistances bruyantes s'il est trop rapidement bousculé dans ses codes de vie. Il pourra alors être prescrit des sorties toutes seules, des activités personnelles, des mises en valeur, des moyens pertinents de s'opposer. Ces trois exemples mettent en relief la manière dont toute problématique trouve ses racines dans un évitement majeur face à des changements nécessaires. Ainsi, le respect du processus phobique, à l'origine d'une souffrance, est essentiel dans son dénouement. Cette condition engage donc à créer un cadre spécifique d'élaboration. Celui-ci doit en effet offrir le rythme répétitif, lent et graduel
d'exposition au changement redouté par le souffrant. Fort de ce constat clinique, l'aidant peut alors accompagner de façon pertinente en donnant sens à tout paradoxe thérapeutique déstabilisant. Ainsi, le thérapeute joue le rôle de la conscience pédagogue, soutenant l'inconscient phobique du souffrant dans une démarche évolutive. Il transmet les règles d'adaptation au patient afin qu'un dialogue interne opérant s'engage entre les deux instances psychiques de ce même malade. La conscience du sujet guide alors son inconscient phobique dans une dynamique singulière d'avancement. Pour que le processus soit thérapeutique, il est nécessaire que le patient ait bien intégré certains codes paradoxaux. Il pourra ainsi plus facilement diriger son inconscient traumatisé sur les chemins de la désaliénation. Il va alors lui transmettre certaines conditions ambiguës à accepter afin d'avancer. Donc toutes ces conditions ambiguës, on va en parler. Donc, premièrement, s'éloigner pour se confronter. La première condition pourrait s'énoncer ainsi: s'éloigner pour se confronter. Si le souffrant doit nécessairement s'exposer à sa peur d'individuation pour s'en libérer, il faut qu'il le fasse très progressivement. Ainsi, entre deux temps confrontatifs, il doit pouvoir se ressourcer dans des espaces de non-changement. Ces repères connus doivent être largement disponibles dans les débuts d'un remaniement psychique important. En effet, chaque petite réorganisation engendre des résistances et du bruit signifiant. Le souffrant est donc épuisé très rapidement dans les premiers temps de l'élaboration. Le coût énergétique pour contrer les forces régressives est prégnant. Le consultant a besoin de récupérer en s'éloignant de la source phobique. Plus il se familiarisera à sa peur d'individuation au fil des expositions, plus il se conditionnera aux nouveaux repères adaptés et moins il subira les effets angoissants des forces d'opposition. Toutefois, les débuts du travail d'affirmation nécessitent paradoxalement des mises à distance très fréquentes. Souvent d'ailleurs, les patients témoignent de leur besoin de se réfugier régulièrement au centre lorsqu'ils sont dans ce temps de crise et de pleine transformation subjective. Ils expliquent qu'ils ont besoin de cette bulle médicale pour récupérer d'un stress individuel et relationnel signifiant depuis qu'ils fonctionnent différemment. Plus les dynamiques nouvelles d'expression s'installent, moins ce besoin de retrait est nécessaire. Le sujet adhère progressivement à ce cadre de vie différent où l'élément phobique a été intégré. Ainsi, travailler la souffrance, c'est traiter une phobie d'individuation. C'est donc s'éloigner pour se confronter et c'est aussi ralentir pour avancer. Donc, deuxième condition, ralentir pour avancer. Donc la deuxième condition paradoxale à respecter dans le travail thérapeutique est donc d'accepter les régressions nécessaires à la progression. Chaque petit fléchissement d'une problématique rigide active des forces d'opposition significatives. Le cheminement doit donc se faire très lentement afin de ne pas être paralysé par des résistances trop vives. Chaque progrès entraîne des tensions inconfortables. D'ailleurs, le symptôme contient dans son essence les freins à l'avancement qu'il induit. L'inhibition fait donc partie intégrante des conditions nécessaires à l'évolution. En effet, si le trouble appelle au changement salvateur, sa forte tension assure que cette transformation ne se fasse pas brutalement. L'angoisse, la douleur, le handicap ou le pseudo-accident se rencontrent dans la pathologie pour garantir que l'avancement ne soit pas court-circuité par une adaptation trop brutale. L'intensité de la force d'opposition est proportionnelle à l'intensité de la force de progression. Ainsi, lorsque le bruit de l'avancement est vif, voire dangereux, il faut veiller à ralentir le rythme lorsque c'est possible. Mais cela ne l'est pas toujours. Je me souviens d'ailleurs d'une dame
qui avait été submergée d'angoisse effrayante lorsque sa cousine avait brutalement évolué comme elle le souhaitait. Le changement était certes voulu, mais il avait mobilisé de fortes défenses régressives de par son caractère subit. L'avancement doit donc se faire très modérément. Plus la problématique est rigide, plus son assouplissement doit être lent. Il faut veiller à ce que le souffrant ne se démotive pas. S'il progresse trop rapidement, il risque de s'arrêter sous l'effet de la haute charge contraignante réactionnelle à cette prise de vitesse. Ainsi, j'encourage toujours le consultant à commencer par les exercices d'adaptation les moins coûteux. Il doit se confronter à sa phobie d'individuation progressivement. Il peut ainsi modifier certains schémas individuels et relationnels au fil du temps, pratiquant des mises en situation des plus simples aux plus compliquées. Il peut par exemple être plus facile d'effectuer dans les débuts d'élaboration un exercice d'affirmation auprès d'un collègue plutôt qu'auprès d'un parent. L'implication est différente. De même, la pression est largement moins prégnante lorsque le souffrant sait que son évolution doit se faire par paliers progressifs, mais aussi régressifs. Il ne se culpabilise plus de ne pouvoir évoluer plus rapidement. Il comprend au contraire que la solidité des changements dépend de leur lente intégration. Ainsi, le thérapeute encourage le consultant à ne s'exposer qu'une ou 2 fois sur 10 à sa phobie, car la réussite de l'épreuve 9 fois sur 10 dès les premiers temps serait très défavorable. En effet, elle engendrerait des symptômes d'opposition décourageants. Cette rapide progression ne tarderait pas à s'annihiler sous le poids des forces d'inertie excessivement réveillées. Donc pour conclusion, cette approche phobique de la souffrance donne des clés majeures dans le traitement. En effet, elle évite bien des biais thérapeutiques puisqu'elle donne sens à la dimension paradoxale du soin. L'aidant comprend combien il est important de ne pas se presser et de ne pas se confronter en permanence au problème. Cette notion est très difficile à assimiler sans le rapprochement de toute pathologie à une phobie d'individuation. Par contre, lorsque le souffrant est éclairé sur ce fait, il accepte plus facilement les chemins décontenançants de la guérison. Explosion, régression, répétition, inhibition sont des processus naturels retrouvés tout au long de l'évolution. L'avancement n'est pas un chemin linéaire et serein. Il est au contraire synonyme de chaos temporaire et de ralentissement éprouvant. Je terminerai donc sur une anecdote illustrant l'importance d'appréhender toute problématique comme une phobie de différenciation. Jeanne souffrait d'une dépression signifiante depuis quelques mois. Elle présentait des vertiges, des angoisses paralysantes et une addiction à l'alcool. Elle s'était séparée depuis peu d'un mari violent et pervers. La pathologie était apparue suite à un mouvement d'affirmation nécessaire vis-à-vis de son compagnon. En effet, son épuisement physique et psychique l'avait obligée à réagir. Elle avait alors présenté des comportements agressifs et des attaques de panique signifiantes. Chaque expression d'opposition provoquait des résistances internes très handicapantes. Ainsi, sa rébellion était maladroite et intense. Le caractère extrême de sa réponse s'expliquait par la dimension non assumée de ce nouveau comportement. Elle insultait, était très hostile et hystérique. Cette attitude désadaptée portait la charge contraignante d'un élan d'individuation laborieux. Chaque amorce d'expression protectrice et libératrice engendrait une culpabilité prégnante. Ce mouvement était coûteux, car il n'était pas habituel. Il portait l'excès de ce qui n'est pas encore assimilé. Cette réalité structurante et paradoxale devait être également intégrée par le corps soignant, afin d'offrir le meilleur cadre d'accompagnement. Ainsi, il était question de contenir, mais de ne pas censurer ce temps bruyant, ne pas le censurer. C'était un processus naturel dans la dynamique d'avancement. Il fallait également pouvoir proposer à la patiente des hospitalisations, des espaces ressources, en fait, l'aider à s'éloigner entre 2 affirmations éprouvantes.
L'acceptation du caractère chaotique de cette phase évolutive, l'acceptation des régressions, des résistances, des phases de retrait ou de ralentissement, sont ainsi les clés essentielles du traitement de la souffrance. Pour que cette condition existe, l'aidant doit toujours avoir à l'esprit que derrière toute pathologie, il existe une phobie d'individuation. Cet éclairage est déterminant car il permet de respecter le rythme de résolution d'un symptôme. Avez-vous constaté que l'échec d'un suivi découle de cette transgression des repères spatiaux temporaux adéquats? Qu'il s'agisse d'une légère névrose ou d'une lourde psychose, les progrès sont systématiquement constatés lorsque la problématique d'individuation, de résonance plus ou moins grave, est appréhendée dans sa dimension phobique. Le symptôme donne la zone d'indifférenciation à travailler et la cadence à respecter. Si le symptôme est abordé dans ce qu'il révèle de la phobie sous-jacente, la manière de le traiter devient alors évidente. Les conditions spatio-temporelles de son démantèlement, ainsi que de sa source phobique, sont inscrites au cœur de son expression pathogène. Il suffit de le décoder sous un angle systémique et traumatique. Je vous laisse ainsi réfléchir à cette vision pertinente, mais malheureusement, peu considérée à l'heure actuelle dans nos établissements de santé. J'en conclurai. L'évitement phobique de cette approche opérante dans le milieu médical ne traduirait-il pas alors les dysfonctionnements des soignants ayant leurs propres symptômes, déniant leurs problématiques et ne pouvant de ce fait avancer favorablement? Le sens et la logique du symptôme se répéteraient ainsi. Derrière chaque phobie psychique se cacherait un trouble signifiant à travailler. Patients, comme soignants, devraient alors s'y atteler. Je vous laisse méditer sur le sujet.